Et bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de Second Souffle, le podcast de Alias et Lucas Di Léo. Bonjour, comment ça va? Bonjour, ça va très bien et toi? Ça va super, ça va super. Une bonne petite semaine est passée depuis le dernier enregistrement. On a pas mal de chiffres qui commencent à sortir sur les écoutes et c'est plutôt un petit début qui est prometteur. Ouais, faut faire sans regarder les chiffres. On le fait pour ceux qui écoutent. Samedi dernier, le Royal Rumble a eu lieu en Arabie Saoudite à 20h et on a eu des résultats qui ont été comme d'habitude controversés. Personne n'a été d'accord. Certains ont dit que c'était le pire Rumble de l'histoire des Rumble. Je voulais parler de ça avec toi et moi te donner mon avis d'abord parce que je pense que il n'y a pas de risque qui a été pris et moi, mon impression première, je me suis dit bon, ils ont fait une grosse tournée européenne et là, on va dire, ils terminent sur l'Arabie Saoudite. Ils veulent garder quand même, ça reste des Américains, et ils veulent garder quand même le plus gros de l'histoire ou les plus grosses des surprises pour le sol américain. Et c'est pour ça que on n'a pas eu de choses exceptionnelles quand ils ramènent la Parka ou Monsieur Mister Iguana. Je me dis ouais, ils auraient pu essayer de faire un petit truc ou deux. C'est sûr qu'ils gardent des choses pour les États-Unis, ça, il n'y a pas de. Après, la présence, par exemple, de La Parka et Mister Iguana, moi, je le vois plus comme un placement de produit. Ils sont, du coup, AAA fait partie de leurs entreprises, fait maintenant partie de leur groupe d'entreprises. Et c'est une manière aussi de présenter le produit à un autre public. C'est une manière aussi ils n'ont pas pris n'importe qui non plus. Ils ont pris des gens très marqués en termes de costumes, en termes Mister Iguana. Ils ont du merchandising avec lui, donc ils veulent un peu le montrer dès qu'ils peuvent. Il fallait des petits moments légers. C'est ce qu'ils ont apporté. Ouais, moi, j'ai regardé le Rumble avec mes enfants. Euh, La Parka et Mister Iguana, ils ont trouvé ça cool. Enfin, cool. Ça les a fait marrer et un Rumble de quasiment 1 heure et demie, je sais plus combien de temps il a duré. Tu peux pas avoir que du drama et de la grosse pression. Il fallait ces petits moments comédie. Tout le monde s'est plaint, par exemple, que Finn Balor n'a pas fait partie du Rumble, alors que Mister Iguana et la Parka en ont fait partie. J'ai même lu des gens qui ont dit il y a Brock Lesnar, mais pas Finn Balor. Est-ce que ça valait le coup de ramener Finn Balor sur un show pour qu'il se fasse de la figuration? De toute manière, il aurait pas gagné. Et en plus, ça sert leur storyline avec CM Punk. Donc, c'est difficile de dire que le show manquait peut-être de surprise ou ci ou ça, parce qu'on peut pas avoir. Si on écoute les gens, on devrait avoir une surprise à chaque entrée ou un potentiel gagnant à chaque entrée, ce qui est impossible. Ouais, en même temps, franchement, ils auraient pu faire mieux. En vrai, quand tu regardes sur les deux Rumble, il y a eu Brie Bella, c'est ça, qui est revenu, Et à c'est Brie, ouais, tout. Brie Et Bella, ouais. c'était la seule surprise, si on peut appeler ça une surprise, vu que sa sœur était déjà par là. C'est comme je le disais la dernière fois, depuis l'ère Vince McMahon, j'ai l'impression il y a plus de surprises, ou alors en tout cas depuis l'ère TKO, je me dis que tout est calculé. Là, ils mettent Roman Reigns, pareil, en gagnant, comme il a dit Triple H à l'interview de fin, il a dit bah ouais, on fait des placements de produits. On était obligé de le faire gagner parce que c'est lui le top guy pour l'instant de la Ouais, compagnie. il y a moins de. Enfin, je sais même pas, parce que quand on regarde, si tu refais l'historique de tous les Rumble, mis à part le Rumble gagné par Chris Benoit, je vois pas de Rumble où on se dit mais non, c'est lui qui gagne. Il y en a très peu où, quand tu les regardes avec du recul, tu te dis. Je prends l'exemple de Rey Mysterio, que tout le monde parle de. Ouais, c'était super, belle victoire, hommage à Eddie Guerrero. Ouais, mais en fait, c'était. Là, on nous l'a forcé d'une manière incroyable, Rey Mysterio, par exemple. Moi, Jey Uso, c'était, moi, je m'y attendais pas, hein. Jey Uso, c'était une belle surprise parce qu'il finit avec John Cena. Mais encore une fois, Jey Uso, c'est une belle surprise sur laquelle tout le monde a craché. Donc c'est aussi ce truc où on se dit, euh, on a passé 1 an à dire que Jey Uso, c'était peut-être le pire gagnant de Rumble, enfin, à lire ça sur les réseaux. L'année d'après, WWE ne se mouille pas trop et on leur dit,
Ouais, il n'y a pas de surprise. Ouais, mais c'est toujours la même. Ouais, c'est que Roman Reigns. Roman Reigns, au final, il l'a gagné qu'une seule fois, le Rumble, hein. Enfin, là, maintenant, 2 fois. Mais, je dis, en fait, c'est ce qu'on disait la dernière fois, c'est éternel insatisfait. Ça, quoi qu'il arrive, je prends l'exemple de Obafemi. Moi, je l'aurais fait rester un peu plus longtemps, Obafemi. Euh, Enfin, la seule vraie anomalie de ce Rumble, pour moi, c'est l'élimination de Brock Lesnar, la manière dont ça s'est passé. Mais sinon, pour ce qui est de Obafemi, tu le retrouves à la fin, même quand bien même il gagne, le gars, et on se dit, waouh, vent frais au WWE, il tente des trucs, etc. Mais le gars, il est démoli dans le quart d'heure qui suit. Il est pas prêt. Regarde, il y avait Kevin Owens, il y avait Sami Zayn, il aurait fallu faire ci, ça. Et en plus, ils ont ramené Gunther. Pourquoi ils ont ramené Gunther alors qu'il... Oh, waouh. Tu vois, je pense que quoi qu'il arrive, on arrive dans cette position où ouais, WWE va faire du branding parce qu'au final, Roman Reigns, c'est une valeur sûre. Les gens, ils ont beau dire, et ça, de toute manière, tu vois, hein, le lendemain, il y a eu une promo entre CM Punk et Roman Reigns. Ça a tapé des, des nombres de vues et de commentaires incroyables parce que tout le monde a dit waouh, c'était une putain de promo. C'est quand on voit ça qu'on se dit c'est dommage que Roman Reigns y soit part-timer, etc., etc. Je dis bah voilà en fait, est-ce qu'ils ont eu tort? Oui, et moi je pense aussi c'est parce qu'il va être full-time, jusqu'à Oui, WrestleMania, c'est la manière. donc ouais, on le fait gagner et puis on le met en avant et ouais. Et puis en même temps, tu fais pas gagner Roman Reigns, tu fais gagner qui? Bah c'est ça. C'est moi au-delà du Rumble, ce qui est un peu à critiquer, c'est plus le développement des storylines et le truc où on est sur de la ligne droite quoi. Et là, aujourd'hui, on se dit, la seule intrigue, c'est, ouah, mais qui est-ce qui a attaqué Braun Breaker? Tout le monde se dit, c'est Seth Rollins, mais en fait, c'est trop obvious. Est-ce que c'est pas Logan Paul, finalement? Ouais, ils l'ont écrit pour que ça soit Logan Paul, hein. Bah, ça m'a l'air, oui, ça fait quelques semaines, là, que on sent la petite jalousie de Logan Paul envers Braun Breaker, on sent ce petit truc, quoi. Ouais, il fait comme Bron Breakker a fait avec Seth Rollins en C'est réalité. ça. C'est ça, c'est ça. Et oui, on risque d'avoir, comme chaque année, hein, les gens ils vont dire ouais, en WrestleMania, la carte elle est nulle parce qu'on aurait bien. En fait, si tu regardes pour les gens sur Internet, tous les catcheurs qu'ils apprécient devraient être dans le match du titre. On se retrouvera avec un Royal Rumble pour le titre, en fait. Ouais, après le carré final il était correct. Gunther, j'ai pas compris. Ouais, on va dire que tu ramènes Gunther parce qu'il a gagné son match, mais tu ramènes Sami Zayn. C'est l'élimination de Gunther plutôt clean qui m'a déplu. Parce que je me dis, ils sont sur une storyline là avec Gunther où, comme on disait la dernière fois, il risque de passer son année à pousser des gars vers la sortie. T'avais une occasion en or de mettre en place un Gunther Rey Mysterio, par exemple, parce que je pense que c'est le prochain à partir. Ah, fallait le faire intervenir. Tu vois, tu fais intervenir Rey Mysterio, tu crées une altercation entre les deux, ou tu vois, Rey Mysterio tu vois, je sais pas, tu faisais venir Gunther qui tapait une promo en disant qu'il avait arrêté la carrière des Styles, de John Cena et que maintenant il prenait le Rumble et qu'il arrêtait tout, tu vois, qu'il était temps pour tout le monde de se barrer, tu vois. Tu ramènes un Rey Mysterio qui se sont concernés parce que AJ Styles en équipe avec Dragon Lee c'est son pote, etc., etc. Il est aussi en fin de carrière, donc il lui manque de respect indirectement, tu vois, et tu pouvais tout faire s'emboîter, commencer, parce qu'au final ils l'ont commencé le lendemain l'histoire. Raw, je crois qu'ils ont fait Ouais, le attaquer, surlendemain, ouais, pardon, ouais. c'est vrai que c'était samedi. Mais du coup, oui, à Raw, on va clairement vers un Rey Mysterio Gunther ou Gunther pousse Rey Mysterio à la sortie. Et est-ce que c'est pas aussi les prémices du terme de Dominique Mysterio, tu vois? Donc il y a plein de petits trucs qui vont se mettre en place. Et tu dis, bah, c'était l'occasion de le commencer là au Rumble et d'avoir, au lieu d'avoir un Gunther Roman Reigns, ouais, tu vois, bah à la rigueur un Roman Reigns Randy Orton dans les 2 derniers, tu faisais une histoire par, tu vois, ils ont tellement teasé le fait qu'ils veulent, tu vois, qu'il faut que Randy Orton ait un dernier run pour le titre. Ah, t'avais aussi des graines à semer, là. Tu vois, moi, c'est là où j'ai du mal en ce moment avec WWE, c'est que j'ai vraiment l'impression qu'ils fonctionnent par case de nouveau. Ils avaient arrêté de faire ça et je trouve que ça le fait de plus en plus où, on a fini un truc, à Royal Rumble, on commence quelque chose à Raw, on peut pas empiéter l'un sur l'autre. Du coup, ça fait ligne droite, en fait. Ça fait ligne droite, mais au final, le résultat, il est pas surprenant et en même temps, il est évident et en même temps, il est décevant pour certains qui se disent, bah, on aurait quand même aimé que ça soit quelqu'un d'autre. Mais, mais ça fait sens. Ça fait sens et en même temps, il est pas surprenant, bah, jusqu'aux 3 derniers, quoi, où on se dit et encore parce que c'est l'Arabie Saoudite, je t'avoue que jusqu'à ce que Randy Orton soit éliminé, quand il y a les 4 derniers sur le ring, je me dis: «Putain, il y a moyen qu'il le fasse gagner».
Parce que les Saoudiens, ils sont en mode old school, là, où il faut. Tu vois, si tu pouvais ramener l'Undertaker et le faire gagner, ils auraient kiffé. Ouais, Tu vois, et je me dis, il y a moyen, en fait, qu'Orton, il prenne le Rumble là et qu'on soit sur sa dernière grosse storyline et que Roman Reigns n'en a pas plus besoin que ça, au final. c'est ça, ou Sami Zayn, tu vois? Je me suis dit: ou Sami Zayn en terre arabe, ça aurait été marrant, ou il aurait pris une pop de fou. Ouais, mais tu vois, Sami Zayn, il venait de se faire, est-ce que ça décrédibilisait pas Drew McIntyre dans ce cas, tu vois? Oui et non, parce que Sami Zayn un peu tout le temps, il revient d'entre les morts, dans ses matchs et tout, ça aurait fait après oui, ça l'aurait décrédibilisé, mais ça aurait été une histoire de fou. Et est-ce que c'était pas trop obvious aussi, tu vois? Si tu ramènes Sami Zayn, est-ce que c'est pas lui, forcément lui le gagnant? Parce que si tu le ramènes pour le faire perdre, on est sur un truc où, tu vois, c'est toujours la même chose. On aurait eu des gens qui auraient dit, waouh, trop bien, et des gens qui auraient dit, ouais, bah, à partir du moment où il est venu, on savait que c'était lui qui gagnait. C'est vrai aussi, mais bon, en 30e, ouais, c'est pas grave, tu vois? Ouais, bien sûr. Non, mais je te dis, en fait, c'est ce truc où, je pense pas qu'il y ait de bons, de mauvais choix. Il y a des choix Non, c'est sûr, c'est il y a des choix qui bah, conviennent bien aux sûr, gens et il y a d'autres choix enfin, qui complètent pas, après c'est des décisions, mais par exemple, Sami Zayn, je me dis, ça aurait été l'occasion ou jamais pour lui, tu vois, de faire quelque chose. Après, c'est pas vendeur, Sami Zayn. ah bah non, Tu vois, encore Jey Uso, oui, Jey Uso, bah, le niveau était peut-être pas, c'était pas un il a pas un super niveau. En tout cas, les gens ont attendu de se rendre compte qu'il gagne quelque chose enfin, ils ont attendu qu'il gagne quelque chose pour se rendre compte qu'il avait pas un super niveau, tu vois, aussi. Parce qu'avant ça, c'était Jey Uso, tout le monde kiffe, Hit, bah, le truc, il est et là, tout tu et vois. compagnie. Prends la position WWE, prends la position de chef d'entreprise. Tu te dis, allez, on prend Jey Uso, on monte dans le train, on suit ce que les réseaux sociaux nous disent. Parce qu'on est d'accord, les réseaux sociaux, Jey Uso, s'il gagnait pas, c'était criminel. Je pense que si John Cena élimine Jey Uso à la fin du Rumble de l'an dernier, Jey Uso, c'est un martyr pour les gens sur Internet. Tu vois? Ouais. Et tu te dis, ok, WWE se dit, on suit, on y va, all-in sur Jey Uso, on est parti. Ils y vont. Putain, la semaine qui suit, quoi, les gens lui chient dessus, quoi. Ah, c'est de la merde. Il est nul. Ouais, le pire gagnant de Royal Rumble. Tu dis, ah ouais, en fait, Mais ils ont tout donné. j'ai l'impression quand même la WWE ces temps-ci suit vraiment, vraiment les avis des gens, hein. Bah, le problème, c'est qu'ils le font et les gens, ils sont pas contents. Tu vois. C'est ce qu'on disait. Ouais, C'est ce truc de, là où une époque, c'était les gens qui suivaient ce qui se passait. bah, Et moi, il y c'est a ça ça. En que fait, ils ont pas le juste milieu. c'est dans ça que j'ai grandi, moi. C'est c'est ça qu'on te présente, tu prends ou tu prends pas. Ouais, mais parce Pas que content, tu on est d'une génération où on avait ce truc de t'es pas content, c'est pareil. Là, aujourd'hui, t'es pas content, c'est pas pareil. T'es pas content, c'est ah, on va prendre le show en otage. Quand ils viennent, on va huer les babyface et on va encourager les heels. Comme ça, on est cool, nous. Et comme ça, on leur montre qu'on n'est pas d'accord. Ok, c'est du spectacle vivant, mais les gens n'acceptent plus de ne pas voir ce qu'ils auraient aimé voir. Et ça marche pas comme ça. Tu peux pas, surtout que quand ils voient ce qu'ils veulent voir, ils sont pas contents. Ils ont ragé sur le départ de ils CM sont Punk pas pendant des années. Ils ont voulu. excuse-moi de te couper, mais ils sont pas contents à retardement quand même, parce que sur l'instant, ils sont contents. Ouais, ouais. Enfin, ils sont contents, mais le lendemain, ils le sont moins. Tu vois, t'as l'impression que c'est un retour de cuite, et puis ils sont là à se dire ah ouais, en fait, je pense que c'était une mauvaise décision ce que j'ai pris. Tu vois, c'est. Tu sais, ils se réveillent le matin avec C'est vrai. un ou une inconnue à côté d'eux. Ils se disent oh là. Tu vois, c'est. Moi, c'est ce problème-là. C'est ce truc de. L'euphorie. Ouais, il y a ça, et puis il y a cette envie de dire que c'est de la merde. Tu vois, parce que là, quand tu lis, ouais, Triple H, c'est le pire du monde. Ouais, tout ce qu'il fait, c'est des mauvaises décisions. Peu importe ce qu'il fait, c'est une mauvaise décision. En plus, il va en Arabie Saoudite. Ouais, mais ça fait 20 ans quasiment maintenant. Enfin, j'exagère. Ça fait au moins 10 ans qu'il va en Arabie Saoudite. La décision vient pas de lui. C'est du business. Il prend son bif. Tous les catcheurs y vont maintenant, quasiment. Donc, ouais, oui, ils font des affaires avec l'Arabie Saoudite. Et puis il y a ça aussi. Comment? Il y a ça aussi là, tu mis le point sur quelque chose de super important. C'est que tu vois, dans le reportage Unreal, on voit Triple H en head of the table, tu vois, au bout de table qui décide, et tout le monde dit oui, mais Triple H, une fois qu'il a fini cette petite réunion avec la dizaine de personnes pour décider de ce qui va se passer, après il prend ses dossiers et puis il va voir les vrais patrons. Bah, c'est ça. C'est ça.
Et le jour où il est plus là, bah, il y aura quelqu'un d'autre pour faire la même chose. Et les gens, ils ont du mal Là à... là où à l'époque, c'était Vince McMahon le vrai patron et c'est ça qui change tout. Ah bah de toute façon, à partir du moment où tu as des... regarde, je prends un exemple bête qui, moi, à l'époque, m'avait marqué parce que j'étais déjà avancé dans l'adolescence et tout, et je captais bien les enjeux financiers, partenaires financiers et compagnie. Tu as connu Mohamed Hassan, Ouais. je pense. C'est de cette génération qui a connu Mohamed Hassan. Moi, je le trouvais décent dans le ring, pas mauvais. Je trouvais qu'il était très à l'aise en promo. Le personnage était bien jusqu'à ce qu'il parte dans un virage où ce qu'il voulait pas faire lui à la base, c'est-à-dire un fanatique religieux. De base, c'était je suis un Américain, mais depuis le 11 septembre, vous me voyez comme un Arabe américain. Et ça, c'est un problème, tu vois. Il était là-dedans et je trouvais que c'était bien parce qu'il dénonçait une vérité au visage des Américains. Euh, et petit à petit, bah, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, ils dénoncent. Enfin, c'est trop des vérités, il faut qu'on aille plus dans le cliché. C'est devenu un cliché. Ils font l'angle avec l'Undertaker et le sacrifice après de Daivari, etc. La chaîne télé, à l'époque, c'était quoi? C'était Fox? Ouais, peut-être la Fox, je sais plus maintenant sur quelle chaîne il passait, ou UPN, je sais plus. Ça arrive en même temps que les attentats à Londres, et ils se disent, le personnage là, il doit disparaître. On n'en veut plus. Le personnage, il a disparu. Vince McMahon n'a pas eu son mot à dire. Le mec était parti pour être booké en main event et devenir champion. Et bah non, on le retire des programmes. C'est pas ils l'ont changé de chaîne, c'est même pas ils ont pris de SmackDown pour l'envoyer à Raw. Non, ils ont supprimé le personnage. Et sa carrière qui va avec. Et ouais, ils ont viré le gars derrière et voilà, tu vois. Et tu te dis, ben en vrai, déjà à l'époque, Vince McMahon était le patron de ce qui se passe niveau catch, mais dès que ça dépassait un peu la sphère catch, il décide de rien, hein. Si la chaîne télé vient lui dire là, ça met notre deal en danger, vire-moi ce gars. Il s'est pas dit, oh le mec il est gentil, il a une famille, et si... Non, non, il s'est dit bon bah ciao, hein. On va te laisser du côté et on ne re-signera pas. C'est pas au final un cercle du coup parce qu'il y a comme on dit, bah, moi tout à l'heure je te dis que Triple H montait avec ses dossiers, allait voir les vrais patrons et au final, bon, ça a toujours été comme ça. Vince McMahon pareil et dès que ça comme tu as dit, ça dépasse la sphère catch, tu as toujours une pression, que ce soit politique ou que ça soit, opinion publique ou même décisionnaire de qui tranche ou en tout cas qui décide. Mais au final, c'est un cercle parce que pareil pour TKO, quand Triple H, il monte voir ses patrons avec les dossiers, il va voir ses grands patrons qui, eux, décident. Mais les grands patrons, au final, reviennent à ce que les fans ou la majorité ou l'opinion publique veut. Donc, c'est pas un système circulaire au final. C'est un peu ça, ouais, bien sûr que c'est un cercle un peu vicieux dans le sens où il y a les gens sur. Moi, là, comment je le vois aussi, c'est qu'il y a les gens sur Internet qui vont être des consommateurs, mais pas forcément les consommateurs avec du pouvoir. Au final, c'est un peu c'est des voix qu'on n'entend pas forcément, on les voit sur Internet. On les voit, ça fait des likes, ça fait ci, ça fait ça, mais c'est pas eux qui rapportent de l'argent souvent. Eux, ils ont leur mode de calcul, de démographie, etc., etc. Mais après, il y a aussi les gens qui investissent. Regarde, c'est un truc tout bête. Je trouve, il y a eu beaucoup de critiques sur Triple H est raciste. C'est basé sur le fait il serrait la main à Donald Trump. Triple H est raciste. Ça s'attrape comme ça, le racisme. Il n'y a pas de champion noir chez WWE. Bon, du coup, ça veut dire que les filles ne comptent pas, déjà. Parce que ce truc-là, on l'entend depuis je sais pas combien de temps. Et entre-temps, il y a Sasha Banks a été championne, Bianca Belair a été championne, Naomi. Naomi, Jade Cargill. Mais il n'y a pas de champion noir. Ok, entre-temps, il y a eu Kofi Kingston. Kofi Kingston qui perd après contre Brock Lesnar. Ouais, voilà, il voulait juste l'humilier. Et Bobby Lashley. Et quand Bobby Lashley a eu le titre, il lui donne le titre juste parce qu'il est noir. Bah, en fait, Faut savoir. on va peut-être arrêter de prendre cet argument. Il lui donne le titre parce qu'il, bah, j'aime pas utiliser ce terme, mais parce qu'à l'époque, il méritait et c'était le bon champion pour le moment, quoi. Euh, Ils lui ont pas laissé le titre comme Kofi Kingston. Les gens, ils ont beau dire, hein, ouais, Kofi champion, ils lui ont pas laissé le titre longtemps. Il s'est fait défoncer par Brock Lesnar, c'était ridicule et tout. Ouais, mais Kofi Kingston, personne ne zappe pour voir Kofi Kingston en main event. C'est triste, hein, c'est un bon catcheur et tout ça. Mais personne qui soit noir ou blanc, quoi.
C'était une hype. Ça a été, Jey Uso. Ouais, ouais. Et encore moins long que Jey Uso parce que du coup, Kofi, il avait pas. Tu vois, Jey Uso, il a subi des critiques de ouais, il est juste là parce qu'il fait partie de la bonne famille. Il y a les gens qui vont se plaindre, tu vois, c'est comme la représentation des homosexuels. Je trouve, ils ont une gestion de ça très. Ils veulent pas se mettre dans ces sujets-là. Je regarde, là, il y a très peu d'histoires de romance de toute manière récemment parce que je pense qu'ils savent pas faire sans tourner au vulgaire, tu vois. Donc, pour le moment, ils sont sur Netflix, mais ils sont pas du tout sur ce truc de on va tourner autour de l'homosexualité ou enfin, peu importe le bord sexuel, en fait, tu vois, parce que maintenant, il n'y a même plus que ça. Mais tu verras qu'il va y avoir une plainte à un moment. Ouais, les homos, les ci, les ça ne sont pas représentés. Il va falloir remédier à ça. Et tu auras un catcheur qui va venir représenter ce truc-là. Il y aura une petite hype et ça va disparaître. Mais et ça sera un placement de produit, tu vois. Ça sera clairement une demande express de Netflix ou de je sais pas qui. Parce que c'est un peu dans la DA de Netflix, hein. Si on suit la DA de Netflix, ils sont légitimes à se dire: «Écoutez, on a mis de l'argent sur la table, on a misé sur le produit WWE. OK, c'est sympa, 1re année, vous nous avez montré, ce que vous saviez faire. Là, on aimerait bien partir sur ce qu'on fait nous, peut-être», tu vois? Et se dire que, je sais pas, tu regardes ce qui se fait sur Netflix, ouais, c'est très porté sur, le sexe en général. Il y a pas une série, où il y a pas du sexe ou des scènes de sexe tout le temps, à foison, sans parler de homosexualité, tout ça. Mais en plus de ça, tu tous les dans une série, ils essayent de vraiment faire un panel, général de tout ce qui peut se faire, en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. Heu et à un moment donné, ils sont légitimes à se dire: «Maintenant, vous nous donnez ce que nous on fait aussi. Il faut que le produit WWE, il colle à nous, ce qu'on fait». C'est ça, et je pense qu'on y viendra parce que, et malheureusement, tu vois, au même titre que les séries où tu vois, tu regardes des dessins animés, des séries pour enfants, et en fait, on n'en a pas besoin. Alors là, pour le coup, je vais homosexuel ou pas, tu vois, toutes les histoires de romance poussées dans les séries qui sont faites pour enfants, tu vois, où ils te mettent tout public, genre 6 ans et plus ou 8 ans et plus, je sais plus comment ils mettent. À quoi elle servait la scène là, s'il te plaît? Tu vois, genre, il y a besoin d'afficher le fait qu'un tel est de tel bord sexuel et est attiré par ci, par ça. Je dis non, en fait, à la base, elle devait chasser un dragon, la personne, là. Pourquoi Et là, oui, ça va être. Tu vois, là, il y a des séries hein, qui ont fait. Genre, je trouve que Stranger Things, l'homosexualité, ils l'ont très bien géré. 5 saisons où tout le monde se dit, ok, oui, il est homo. Enfin, en tout cas, il a l'air attiré par son pote. Mais on n'en fait pas des tonnes. Même les couples en général, je trouve que c'est très bien géré, tu vois. Ils en montrent pas trop. Il y a pas de, tu vois, c'est pas. Tenez, regardez, tu vois. Enfin, je sais pas si tu connais la série Sense8. Non. Non, bah, apparemment, c'est une super série. J'ai regardé 10 minutes, je me suis dit non, en fait, je veux pas regarder ça. Et parce qu'ils se sont dit, tiens, regarde, en fait, on va te montrer plein de trucs bien dégueulasses. Et, tu vois, sur Netflix, ça a cartonné à l'époque. Et je pense que bien sûr que ils vont arriver à ce point où ils vont te dire, alors on a les Afro-Américains sont représentés, les Européens sont représentés, les Blancs américains sont représentés, les Samoans sont représentés beaucoup, même si on s'en fout, mais ils sont représentés, tu vois, parce que je pense que c'est pas leur cible à Netflix. Et on va arriver à ce point où ils vont te dire, hmm, il y a un problème, tout est trop hétéro ici. Euh, Trouvez-nous quelque chose d'homo. Et on va dire, ouais, mais ça veut dire quoi quelque chose d'homo? Trouver. Mais on veut pas juste du Shayna Baszler ou non, non, on veut quelque chose de plus marquant, hein, parce que le fait que ce soit une femme un peu masculine et qui cache pas le fait qu'elle soit attirée par les femmes, ça nous suffit pas. Et WWE, c'est pas faire ça. Enfin, tu vois, tu ramènes Vince McMahon, oui, il te fait ça, mais du coup, t'es choqué à vie, je pense. Ouais, ouais. Mais et donc oui, tu as la demande client qui est importante. Et forcément, pour en revenir au Rumble, je pense que les 2 victoires, hein, et Liv Morgan Roman Reigns. et Roman Reigns sont des demandes clients, quoi. Enfin, en tout cas, c'est le truc où on se dit: «Allez, ça va satisfaire, le plus grand nombre». Juste pour clôturer là-dessus, parce qu'on a fait un gros chapitre sur ça, mais est-ce que tu penses pas qu'à un moment, les quotas, ils sont pas nécessaires? C'est-à-dire que, comme on a parlé du champion noir ou
ou je sais pas, ou de de tel bord ou tel bord qui doit être représenté, d'orientation ou telle origine. Est-ce que les quotas, ils sont pas, à un moment donné, nécessaires? Bah, moi, je pense pas, tu vois. Je prends par exemple la branche féminine. Jamais personne s'est vraiment demandé de quelle origine étaient les filles, etc., etc. Les Japonaises sont très présentes dans les storylines des filles depuis quelques années, même si c'est les trois mêmes, hein, enfin quatre maintenant, Julia est là. Jamais personne ne s'est dit c'est parce qu'elles sont japonaises. D'ailleurs, je pense que jamais personne ne s'est dit ça pour un asiatique. Tu vois. Personne ne s'est dit Shinsuke a été signé parce qu'il est japonais. Tout le monde s'est dit les filles là sont signées parce qu'elles sont talentueuses. Et je suis content que tout le monde se dise ça parce qu'effectivement elles sont talentueuses et on va pas se dire elles sont signées pour un quota. Pareil pour les Afro-américaines, personne ne s'est dit Bianca Belair est là parce qu'elle est noire. Quoi. Non, tu vois, elle est talentueuse. Et je pense que tu vois, il n'y a pas d'idée de quota. Si tu regardes NXT, t'as énormément d'athlètes afro-américains dedans. Hein. T'as toute la clique Dark State, je crois, où ils sont. T'avais le groupe de Jada Parker, je sais plus c'était quoi leur nom. T'as la fille qui venait d'Evolve, Kali. Ah, j'ai plus son nom. Qui est, je trouve, qui est certainement la prochaine à exploser, elle. Mais j'ai plus son nom. Kali quelque chose. Qui est une superbe athlète et vraiment impressionnante. Mais jamais personne ne s'est dit, bah, ces gars-là ou ces filles-là sont là parce que ils sont de telle et telle couleur de peau ou ci ou ça. Ils sont là parce qu'ils sont talentueux. Si tu commences à mettre un quota, ça veut dire que, allez, admettons, on met le quota. Ah oui, mais on a besoin que de 3 japonaises dans notre temps d'antenne, alors il faut qu'on en retire une. Ok, mais les 4 sont fortes, quoi. Alors on va mettre qui à... Ouais, mais on s'en fout. On a déjà 4 asiatiques, c'est une de trop. Il faut qu'on rajoute une européenne. Ouais, mais putain, on va ramener qui comme européenne? Enfin, je préfère avoir Julia que. Alors, je lui manque pas de respect, mais comment elle s'appelait, la sorcière, là? Isla Down? Je préfère. Oui, mais c'est pas grave. Elle est pas européenne, Julia, alors on la vire. Ouais, mais elle est un peu italienne. Ok, alors virez Io Sky. Si tu commences à rentrer dans ce truc de quota dans un métier comme ça va pas. Alors, effectivement, si tu as besoin de représenter une minorité, c'est toujours mieux de prendre une personne qui aura la sensibilité de cette minorité pour le faire. Pour le coup, pour les minorités raciales, enfin les minorités visibles raciales, tu vas pas prendre Ilya Dragunov pour jouer un Nigérian, tu vois. Mais si tu veux rentrer dans ce truc de si on rentre dans les sexualités, etc., c'est toujours mieux de prendre peut-être quelqu'un qui aura cette sensibilité à se dire peut-être que là je suis trop cliché ou pas, tu vois. Tu vois, genre Goldust, je pense que la gimmick originale de Goldust, aujourd'hui, elle ne passerait pas. Il a fait un très bon travail, je trouve, Dustin Rhodes à l'époque. Donc pour moi, les quotas, ça marche pas, c'est du talent. Et du talent, t'en as partout, en fait. C'est surtout ça, faut garder l'esprit ouvert tu peux pas te dire, on va pas signer un tel parce que, bah, on a déjà Obafemi, on va pas signer un autre grand black talentueux, quoi. Normalement, ça va au-delà comme je disais, quand on parlait des Français, tu vois, nous, quand on a été signé, on devait jouer les Français. Heureusement que Elio Lefleur, ils lui ont pas dit, tu enlèves ton masque, tu mets une marinière et t'es français. Donc, c'est pas ça être français. Ça veut dire qu'ils peuvent prendre qu'un seul français dans ce cas. Mais, donc non, pour moi, les quotas, c'est pas une bonne chose. Et on parle justement de NXT et Lieu Lefleur. Tu as suivi un petit peu, ce qui s'est passé? Donc il a fait un match à la AAA, puis après il est revenu à NXT pour, concourir au, titre Speed. Alors pareil, est-ce que c'est bien parce qu'il peut avoir ses chances? Est-ce qu'il est bien? Est-ce que ça va le mettre en avant? Est-ce qu'il a sa place? Ou alors est-ce que c'est pas un petit titre mineur et comme on le voit un petit peu sur les réseaux sociaux, tout le monde se dit: «Ah, titre Speed et Lieu Lefleur, on aspire à mieux». Il a fait Triple A, je pense qu'il le fera régulièrement. Il sera, à mon avis, il sera sur tous les beaux événements Triple A, il sera dessus. Là, le titre Speed, bah, c'est bien, c'est un format qui lui correspond, je trouve. Et pour le présenter aux gens, c'est très bien. Du moment qu'ils l'enferment pas là-dedans, je reste persuadé que c'est parce qu'ils n'ont pas d'idée avec lui pour le moment. Hein. Ils se sont dit, c'est la bonne occasion. On a un Français masqué, le truc est original, tu vois. Et pour le moment, ils ont rien de plus que c'est original. Donc c'est bien de le laisser à la télé, tu vois, et ça lui donne un temps d'antenne à la télé dans des matchs où il y a beaucoup d'action et ben, il a un catch qui est fait pour ça. Donc pour le moment, c'est très bien. On voit que en termes de chiffres, sur les réseaux sociaux, il fait beaucoup de chiffres sur les réseaux sociaux, donc c'est bien, est-ce que c'est bien pour lui de faire ces chiffres-là et d'être sur, et de mettre en avant,
des championnats comme Speed ou des trucs un peu intermédiaires que les gens ne regardent pas habituellement, en tout cas pour les Européens, parce que les impressions qu'il fait, notamment sur les réseaux sociaux, je pense que c'est lié au fait qu'il est français et que ça interroge et que ça interpelle. Pas plus que, c'est pas pour son talent plus que ça, malgré qu'il en ait énormément. Est-ce que c'est WWE qui se sert de ça pour mettre en avant des championnats un petit peu mineurs, ou est-ce qu'il est à sa place? Si, bah là, je pense qu'il est, je pense qu'il est à sa place. Il n'y a pas de place, euh, j'allais dire mieux qu'une autre. Si, il y a des places mieux qu'une autre. Mais en tout cas, il peut aspirer à mieux, c'est sûr. Mais c'est une belle, une belle opportunité de présentation. Parce que pour le moment, encore une fois, hein, je pense qu'ils ne savent pas quoi faire avec, mis à part le fait de dire c'est un luchador, quoi. Et vous savez quoi, c'est un luchador, mais il est pas français, il est pas mexicain, quoi. Donc ouais, il n'y a pas d'originalité. Enfin, l'originalité s'arrête une fois que tu le sais. Et Mike Deroder, du coup, qui va être placé sur LFG, Legends and Future Great, une télé-réalité où des légendes du catch choisissent des catcheurs un petit peu un The Voice pour le catch. Ouais, c'est ça, c'est un peu un X Factor à l'époque, où, si je me trompe pas, le principe était de, t'as des chanteurs qui arrivent et ils sont recrutés dans des équipes aussi. Est-ce Donc que c'était pas à l'aveugle. Est-ce que les 2 premières saisons, elles ont mis en avant des talents? Est-ce que ça va être bien pour Mike D d'être dans un format comme celui-ci pour qu'il soit mis en avant? Ou est-ce que moi, comme je l'ai vu, en tout cas sur la première saison, c'est pas le profil qui est vraiment qui correspond au format parce que on a vu sur les premières saisons que c'est vraiment de la télé-réalité dans le sens où il faut que ça soit excentrique, faut que le talent soit sorte un peu de l'ordinaire, qui joue un peu l'arrogance, en tout cas qu'il ait de l'audace. Est-ce que Mike Deruder correspond au format? Est-ce que ça va lui servir? Alors oui, il y a des images qui ont circulé où on le voit faire son entrée avec le LFG derrière lui, etc. Le ring est illuminé en vert, comme pour le programme LFG. Euh, est-ce que ça veut dire que qu'il est sur le programme en tant que participant? Je sais pas. Est-ce que s'il y est, ça peut lui apporter un peu de lumière? Euh, je- Moi, je pense qu'il peut. Il est timide. Il fait timide et réservé, mais je pense qu'il peut avoir ce côté intéressant pour la caméra. Parce qu'ils vont filmer des phases d'entraînement où tu vois autant face caméra, je pense qu'il va pas forcément être le plus à l'aise s'ils le prennent en interview privée. Autant filmer sans qu'il ait forcément la caméra devant lui et qu'il se dise ah ok là je suis filmé, etc., etc. Je pense qu'il est intéressant à filmer à l'entraînement, etc. Ça peut être cool. Selon qui sont les coachs, alors de mémoire, je crois que sur la prochaine saison, c'est Undertaker, Kevin Owens. Est-ce que c'est encore Mickey James? Je sais plus. Ou Michel McCool, je sais plus. J'ai plus je sais pas si c'est encore Bob Ray Dudley. Mais ouais, je crois que Kevin Owens c'est un des coachs. Donc il y a des interactions qui peuvent être sympas. Je pense que c'est un programme qui peut, bah tu vois, contrairement à Elio Lefleur, ça va permettre de voir un peu plus profondément en Mike D, tu vois, s'il est sur ce programme. Ça a bénéficié à Shiloh Hill, mais à Shiloh Hill, c'est un projet WWE, quoi. Il a fait les 2 saisons, tu vois. Est-ce que tu suis un petit peu le catch français ces temps-ci, sur ce qui se passe sur certaines structures du Nord, du Sud et un peu partout? Ouais, bah j'essaye de regarder un peu. Bah là, c'était un bon week-end pour les structures. C'est toujours intéressant quand il y a des événements, des gros événements catch sur les week-ends. Là, si tu regardes APC, ils ont fait, si je me trompe pas, ils ont fait leur show un peu plus tôt dans la soirée pour pouvoir, enfin dans la journée, pardon, pour pouvoir avoir la soirée et regarder et faire un watch along avec les fans pour le Rumble. Donc déjà, c'était assez, je pense que l'expérience était assez sympa pour les fans qui étaient présents. Et tu vois, je m'attendais à ce qu'il y ait des vidéos qui sortent avec des grosses entrées, etc., des grosses réactions. Au final, on n'a pas eu trop ça parce qu'il n'y a pas eu d'énormes surprises. Non, il y en a pas eu beaucoup, c'est vrai. Et bah, du coup, pas de surprises qui ont fait qu'on s'est dit, ouais, ça, il faut le filmer. Et je suis même pas sûr qu'on ait le public pour. Enfin, c'est toujours ce truc où
Tu vois, moi, l'arrivée de Brock Lesnar m'a fait popper, tu vois. Même si on savait qu'il allait venir, hein, c'était pas une surprise. Mais je veux dire, c'est toujours ce truc où quand il arrive, tu te dis, pouah, et tu sais que ça va être un bordel. Et j'ai bien aimé la réaction d'Ilya Dragunov quand il se fait virer du ring, tu vois. Il y a un truc qui a du mal se passer, tu vois, le moment où Lesnar prend Dragunov à la gorge et tout, après, on sent que c'est très, très viril comme échange. Ouais, ouais, ça correspond bien à leurs deux profils. Tu disais, on n'a pas le bon public pour ça. Ouais, parce que je trouve ils ont, tu vois, je pense que l'arrivée de Lesnar, ça a fait chier beaucoup de fans, tu vois, en France, parce qu'ils se disent, il est impliqué dans les histoires Vince McMahon, etc. Ça gâche un peu le moment. Et il faut, encore une fois, tu vois, tu disais sur les réseaux, ouais, Finn Balor, il s'est fait prendre sa place par limite un trafiquant sexuel, enfin, tu vois, et waouh, Brock Lesnar, il en est pas à ce niveau-là, en fait. Il a eu des échanges avec une meuf qu'il a refusé de voir en plus, tu vois. Donc, je veux dire, ok, c'est toute l'affaire n'est pas clean et tout ce que tu veux. Je dis pas que c'est un ange tombé du ciel, hein. Enfin, regarde et profite, tu vois. Si c'était un vrai mec dangereux et ci et ça, non, je pense que ça passerait pas, tu vois. Là, et du coup, je pense qu'on a beaucoup trop de gens qui sont sur ce genre de réaction où limite ils seraient capables d'éteindre la télé parce qu'ils ont vu Brock Lesnar, quoi. Donc, c'est dur à avoir ces réactions-là avec des gens qui sont sur ce truc comme on l'avait dit dans un des deux podcasts où, tu vois, leurs émotions personnelles, elles sont plus grandes que tout le reste. Donc, c'est un peu, on est en contrôle de tout et nos réactions, elles vont être calquées sur, c'est pas spontané, tu vois. Donc, ouais, je pense qu'il n'y a pas eu tant de belles images et puis oui, il n'y a pas eu de retour, il n'y a pas eu Edge, tu vois, qui revient, où on se dit, mais non. Chris Jericho qui était attendu, mais qui n'est pas venu. Qu'est-ce qui t'impressionne ces temps-ci sur le catch français? Qu'est-ce qui se fait de bien? Qu'est-ce qui m'impressionne? Je pense que je l'ai déjà dit la dernière fois, mais tu vois, je reste sur mon avis qu'en ce moment, le meilleur catcheur en France, c'est Jacob Vadok. En parlant de Jacob Haddock, il était à la NCCV, Oui, euh, face à Cormac, Hamilton. oui, Et, face à Cormac Hamilton. NCCV qui toujours une grande influence. ouais, là, ils ont fait quoi? Entre 500 et 600 personnes, certainement, Le public suit toujours. Tu es champion de la NCCV et Jacob Haddock a affronté Cormac pour le. pour devenir aspirant numéro 1 au titre. Chose sur lequel je n'étais pas. Et donc, ouais, je suis pas du genre à prêcher pour ma paroisse parce que, pour le coup, NCCV n'est pas ma paroisse. Mais le taf est bien fait. Les fans, encore une fois, ça bonne influence parce que je pense que les choses sont tournées vers les fans locaux et peuvent quand même intéresser les fans de catch les plus assidus. Il va y avoir des choses qui vont les rebuter, je pense. Parce que tu peux prendre, si tu prends le déroulé du roster qui était présent, tu vas avoir des gars qui vont les intéresser. Je prends l'exemple de Cormac et Jacob, par exemple, Tu parles pour les fans, les vrais fans de catch. qui suivent sur les réseaux, les fans qui commentent sur les réseaux, pas les familles qui se déplacent. Les familles qui se déplacent, j'allais dire, c'est toujours plus facile de les avoir et en même temps, c'est toujours plus compliqué de les fidéliser. Parce qu'ils vont passer, ils vont apprécier le show, mais ils vont se dire, bon, c'était bien une fois, mais on va pas faire ça tous les 6 mois, quoi. Donc, fidéliser ces gens-là, c'est un peu plus compliqué que les fans de catch qui vont se dire, purée, il y a un show pas loin de chez moi, faut que j'y aille dès qu'il y a un show, quoi. Là, on a typiquement le mix des deux, je trouve, chez NCCV, où, comme je te dis, bah là, tu trouves un main event avec Jacob Vadok et Cormac Hamilton. Il y avait Jack Spain qui était présent sur le show, qui a une bonne cote sur les réseaux sociaux, je pense, et qui arrive à connecter avec les locaux, comme Vadok. C'est pour ça que je pense que Vadok est le meilleur en France actuellement, parce qu'il est physiquement, il est présent. Ses matchs sont simples mais propres. Il connecte avec les gens du net, mais il connecte aussi avec les locaux. Bah, c'est parfait du coup. Que à côté de ça, tu vas avoir aussi des gars qui sont un peu moins connus qui commencent, comme Ethan Riley, des gens qui sont un peu moins visibles, enfin qu'on voit moins, mais qui ont une bonne présence, comme Toxic Alpha, Smog qu'on voit moins que Héraclès, par exemple, sur les shows en général, je veux dire. Et après, tu vas avoir des gens qui, je pense, pour les fans du net, vont se dire, ok, mais là, c'est pas du tout ma cam. Je prends l'exemple de Matador, hein, qui catch depuis des années, mais qui fait partie de cette génération j'allais dire de catch à l'ancienne, mais de catch qui va peut-être moins parler aux fans internet. Pourtant, ils le connaissent plus ou moins, hein, ceux qui suivent le catch en France, parce qu'il est là depuis longtemps. Mais il va parler aux locaux.
Il va parler aux locaux, même si pour le coup ils se sont fait huer, lui et son partenaire, tout en étant babyface, parce qu'en face ils avaient des vétérans qui savent tenir le public, notamment Tom Laroufa, qui sait gérer un public comme il a envie de le gérer. Et avec lui, Eddie Karawi, qui est une valeur sûre et physiquement en impose aussi, quoi. Donc c'est ce mélange-là, je pense, qui est intéressant et qui en même temps, ça offre des shows peut-être parfois inégaux dans la qualité des matchs, mais qui arrive quand même à accrocher les gens et qui, ça se voit sur le nombre d'entrées qu'ils font à chaque fois, hein. Est-ce que c'est pas la bonne méthode du coup qu'il faut appliquer pour les structures françaises? C'est-à-dire attirer, tout d'abord le grand public, et ne pas se concentrer sur les fans de catch qui est une niche en réalité. Et est-ce que NCCV ne fait pas ce que devraient faire, toutes les structures en France? En On parle au niveau d'attraction du public ou d'un certain public? Après, ils font ce que beaucoup de structures faisaient à l'époque, hein. FFCP faisait ça, ICWA faisait ça. À d'autres, en vrai, même s'ils n'avaient pas beaucoup de com internet, etc., WS faisait ça. WS, ils ont eu des noms incroyables sur leurs shows. Il y a eu des Jay White et tout sur les shows WS. Donc, tu avais des catcheurs genre Scott Ryder qui faisaient réagir euh, les enfants et les fans locaux qui rigolaient. Et à côté de ça, tu avais Jay White et Brody Lee, quoi. Donc, il y en avait pour tout le monde. Et je pense que c'est quelque chose qui fonctionne parce que c'est là où tu toucheras le nombre. Maintenant, il faut réussir à allier les deux et que les deux se sentent concernés tout le temps. Il y a des structures qui ont essayé. J'ai travaillé pendant un moment avec Westcatch où il y avait à peu près cette même dynamique où beaucoup de fans locaux, mais beaucoup aussi de fans d'Internet. Et il y a un moment où en fait, ça en est arrivé à pas clasher, mais à plus savoir vraiment comment faire parce que les fans d'Internet se plaignaient du fait qu'il y ait des fans locaux, tu vois, qui ne voulaient pas, qui sortaient avec leurs enfants, qui venaient voir un show de catch avec leurs enfants et qui trouvaient abusé d'entendre des insultes venant du public pendant un show entier parce qu'il y a des gens qui savent pas se tenir. Et en même temps, les fans locaux qui se plaignaient aussi des fois de certaines choses faites par les catcheurs parce qu'ils se disent ouais mais là en fait c'est limite, etc. Mais tu dis ouais, faut trouver le juste milieu et ça après il faut c'est un travail, hein, tu vois, tu prends APC par exemple, on parlait donc du show NCCV, du show APC. Le travail APC c'est un travail tout à fait différent. Euh, pour eux le public c'est quasiment toujours le même, c'est la même salle tout le temps, c'est devant quasiment les mêmes gens tout le temps, donc il y a zéro risque pour les catcheurs. Les gens ils les connaissent. Ils ont rien à faire. Leur musique, elle démarre. Les gens, ils savent qui vient, ils savent ce qu'il a fait sur le show d'avant. Et ouais, il y a zéro risque. Et en même temps, du coup, pour les plus jeunes, quand ils se retrouvent sur un show où personne ne les connaît, ils se disent mais attends, mais d'habitude, je fais rien, ça réagit. Oui, mais parce que là, dans le public, d'habitude, t'as la moitié des gars, ils s'entraînent avec toi. Donc c'est deux travails différents. Il n'y a pas forcément de meilleure formule. APC, finalement, ils existent depuis longtemps et ils continuent, quoi. Et mais ils sont très tournés vers ce que demande Internet, que des structures comme NCCV ou d'autres, hein, sont plus sur le public qui se déplace. Je pense qu'on a fait le tour un petit peu de l'actualité catch, WWE, des Français et des Européens qui sont à NXT et puis du catch français. Si on devait juste rajouter une chose, c'est que peu importe le show que vous avez à proximité de chez vous, essayez de vous déplacer, de voir par vous-même, parce que c'est le meilleur moyen de se faire un avis. Il y a des gens talentueux en France. Là, j'ai cité Vadoc, mais on peut en citer plein, hein. Si on prend la PC, on peut citer les gars d'Idolâtrie, on peut citer JVU, on peut citer Kouro. Si on va dans le sud, on a cité un peu tous les gens qui ont été chez NCCV, mais il y a d'autres structures. La TPW, avec des gens comme Jafar Jordan, comme Nielsen, ou SMS qui commencent un peu à s'expatrier de Marseille. Et des coins un peu, Lix continue de tourner dans l'ouest, et bientôt Immortals aussi, dans le sud. Donc déplacez-vous, allez voir, ayez la curiosité de pousser les portes et de vous faire votre propre avis. Lucas Di Léo, merci, et puis on se dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Second Souffle. À la semaine prochaine.